La tension reste encore vive en Côte d'Ivoire suite aux attaques meurtrières perpétrées dans les différents camps militaires d'Abidjan et à l'intérieur du pays. C'est dans ce climat d'insécurité que la Côte d'Ivoire a fêté le 7 août dernier le 52e anniversaire de son indépendance. C'est la fin des indépendances. Nous avons tous constaté que cette fête s'est déroulée de manière sobre, vu les attaques qui se sont perpétrées à la veille de cette fête. Et parce que beaucoup d'hommes ont eu peur de sortir pour se manifester. À la veille de cette célébration, la ville d'Abidjan, d'ordinaire bruyante, est restée calme avec des patrouilles militaires sillonnant les rues. Dans son adresse à la nation, le président Alassane Ouattara a joué la carte de la fermeté, mais cela n'a pas empêché les fauteurs de troupes à se signaler à 80 km d'Abidjan en attaquant un poste militaire, faisant encore des victimes. On a fait de l'indépendance, même dans la tristesse, même pas trop ça. Mais on aimerait que cela ne se répète encore, quoi. Que les Ivoiriens n'ont qu'à aller à la paix, tout le monde n'a qu'à se donner la main, quoi. Ces attaques répétées ont été revendiquées par un certain général Sekongo Timothée, inconnu dans les fichiers militaires. Une situation qui vient alourdir davantage l'atmosphère politique déjà fragile, faite de suspicions, de rafles et d'arrestations récurrentes. La secrétaire générale adjointe aux affaires humanitaires Valérie Amos s'est rendue jeudi à Kanyaruchinya, dans l'est de la République démocratique du Congo, où plus de 2 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays et 2 tiers d'entre elles vivent dans les provinces des Kivu. L'afflux de civils dans des camps en incapacité de les prendre en charge correctement inquiète les Nations Unies. Je suis venue parce que je suis préoccupée par l'augmentation du nombre de personnes qui ont été déplacées en raison du récent conflit. Je veux examiner la réponse humanitaire apportée à cette situation. Et je veux aussi voir ce que nous pouvons faire en collaboration avec le gouverneur du Nord Kivu et son équipe afin d'améliorer les choses. Depuis le mois d'avril, plus de 200 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur même de la province du Nord Kivu. 57 000 de plus ont fui au sein des pays voisins, au Rwanda et en Ouganda. Sur place, Valérie Amos a rencontré des déplacés ayant marché pendant des jours pour fuir les combats entre forces gouvernementales congolaises et groupes armés rebelles. Après avoir quitté précipitamment leur foyer, de nombreuses familles vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Certaines sont contraintes de dormir sous la pluie. Près de 30 000 personnes déplacées se sont établies dans ce campement de fortune situé à la périphérie de Goma. L'insécurité alimentaire et la malnutrition sont un problème de santé publique majeur, avec plusieurs dizaines de milliers de personnes touchées depuis le début de l'année. Entre 50 000 et 60 000 personnes se sont réunies ce dimanche au stade du 26 mars à Bamako pour appeler à la paix et à la réconciliation dans le pays. Le rassemblement fait suite à l'appel du Haut Conseil islamique du Mali. Plusieurs politiques, dont le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra, ont assisté au meeting au cours duquel Mahmoud Dicko et d'autres responsables religieux ont pris la parole, appelant le peuple malien à la prière pour la paix et au pardon. Le Mali fait face depuis le 22 mars dernier à l'une des plus graves crises politiques de son histoire. Le président par intérim Diokounda Traoré, qui est rentré de sa convalescence en France, s'apprête à nommer son prochain gouvernement après avoir reconduit l'actuel Premier ministre. Les responsables religieux en appellent ainsi à un patriotisme des leaders politiques dans le choix des futurs ministres. Marius Fransman, vice-ministre sud-africain des Affaires étrangères, qui préside la médiation de la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, abat sa dernière carte. Tous les acteurs politiques de Madagascar sont désormais associés à la recherche d'une sortie de crise, au terme d'une visite de 2 jours, accompagné de son homologue séchellois Jean-Paul Adam. Il a pu rencontrer tous les signataires de la feuille de route. Nous avons décidé de venir à Madagascar pour que le problème ne soit pas juste une affaire entre Andry Rajoelina et Mak Ravalomanan. Il s'agit d'un problème malgache et donc toutes les mouvances politiques, tous les signataires de la feuille de route doivent être respectés et entendus.
Les Malgaches sont plus que jamais impliqués dans le processus de réconciliation, une situation qui satisfait les participants. Dans tout pays, si les citoyens des pays ne prennent pas la responsabilité, c'est tout de suite l'échec. Et ce n'est pas l'affaire de Ralph Walman et d'And tout seul. Parce que Ralph Walman et And ne représentent pas le 20 millions de Malgaches. Donc je pense que c'est une bonne décision que le SADC dit. Vaut mieux associer et responsabiliser le peuple malgache pour venir jusqu'au bout de leur peine. La troïka de la SADC est aujourd'hui au pied du mur après l'échec des pourparlers entre l'ancien président Marc Ravalomanana et le président de la transition Andry Rajoelina aux Seychelles. Marius Fransman a jusqu'au 17 août pour dresser un rapport de l'avancement de la feuille de route de sortie de crise signée en mai 2007. Une rencontre entre tous les acteurs malgaches devrait être organisée dans 2 mois. La République du Congo engagée à rendre son économie plus attractive, dynamique et compétitive avec la construction de la première zone industrielle et commerciale. Un complexe composé de 16 industries dont l'importance consistera à impulser les exportations et à offrir aux collectivités des possibilités et opportunités d'emploi afin de lutter contre le désœuvrement, le chômage et bien d'autres maux. Ces expansions futures nécessitent un espace d'installation d'environ 475 hectares. On aura des centres de formation pour les jeunes qui seront formés ici localement. Pour chaque usine, on aura un centre de formation. On aura la création d'emplois pour les jeunes, pour les former. Il faut voir aussi pour l'exportation, puisque ces usines produiront pour le pays, des produits pour le pays, mais essentiellement aussi on pourra transporter et faire l'exportation à l'étranger. Une zone industrielle et commerciale importante certes, mais pourrait perturber le mode de vie et les habitudes alimentaires des habitants de Maluku très chaud, site retenu pour son implantation. Les personnes de 3e âge vont subir, vont en pâtir. Parce que ici les populations ne vont pas trop loin pour les travaux champêtres. C'est autour de la maison. Prenez l'exemple, regarde ce qui se passe là. Ça c'est le village, les gens y habitent. Déjà ici sont occupés. Mais une personne de 3e âge, son jardin, il va le placer où? Des inquiétudes des populations que la société en charge de la construction du dit projet aurait prises en compte dans son volet impact environnementaux. Pour les gens plus âgés, on a prévu des zones d'agriculture aussi, où on pourra collaborer directement avec eux pour l'agriculture. Si les changements les plus souhaités ont leur mélancolie, tout porte à croire que la dynamique enclenchée permettra au Congo de relever un challenge, celui d'être pays émergent à l'horizon 2025. Les ingénieurs japonais arrivés en février 2012 prennent part à la collaboration continue entre les Nations Unies et le gouvernement sud-soudanais afin de réparer près de 3 km de voies sur la route de Djebel, une route très fréquentée dans la ville de Djouba. Cette réhabilitation est en marche pour réparer un tas de routes qui se trouvent entre le site de Tomping et le quartier général de l'ONU. Toutefois, c'est aussi très important pour la communauté locale et bénéfique pour les gens d'ici. Au Soudan du Sud, pays qui s'étend sur près de 400 000 km², 300 km sont goudronnés. Une grande partie du pays est reliée par des chemins de terre détournés impraticables en saison de pluie. Tout le monde emprunte cette route, notamment le vice-président. Mais nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés comme les accidents et à beaucoup de maladies dues à la poussière. Je suis heureux que la mission préparatoire des Nations Unies au Soudan nous aide à régler ce qui ne va pas. Et je veux dire à notre gouvernement de dire aux autres ONG de faire comme ce que la MINUS fait sur nos routes. La construction implique la réhabilitation et la réparation de la route de Djebel. Les fortes pluies des derniers jours n'ont fait qu'empirer l'état des routes. Lorsque les routes ne sont pas aménagées, on a des problèmes. Il y a beaucoup de bosses et de nids de poules. Le ressent a été creusé par l'eau de pluie. À l'heure où ils ont commencé, tout va bien. Ce que nous souhaitons est que la MINUS et le gouvernement puissent poser du tarmac sur cette route. La réparation de la route a commencé au début du mois et sera achevée dans 6 semaines.